Merci. Et merci de donner la parole rapidement parce que je ne pourrai malheureusement pas rester jusqu'au bout. Et je ne prendrai pas le mot antisémitisme pour la réflexion que je veux vous proposer. C'est un mot récent. Je parlerai de la vindicte anti-juive. Vindicte, violence, vengeance et rancœur, etc. Anti-juive, c'est-à-dire anti-transmission juive. Car on peut accepter des juifs, des communautés, elles étaient d'ailleurs très bien tolérées en terre d'islam, mais au moment où il est question de souveraineté juive, donc d'un peuple juif qui serait souverain, là, ça ne va pas. Autrement dit, je parlerai de la vindicte qui vise la transmission juive, autrement dit, le peuple juif, comme entité symbolique, historique, réelle, etc. De ce point de vue, j'ai bien aimé le titre qu'avait annoncé Trigano, l'antisémitisme, symptôme du postmodernisme, symptôme de, eh bien je vais vous dire une petite formule lapidaire, l'anti-judaïsme, la vindicte anti-juive est symptôme de toute identité qui est angoissée par son manque et qui a besoin d'un petit supplément identitaire pour ligaturer son hémorragie, son angoisse, sa perte de repères, etc. Cette définition va me servir à vous montrer qu'il y avait de la vindicte anti-juive dès le premier millénaire avant l'ère chrétienne. La Bible en témoigne. La Bible parle d'humiliation que subit le peuple juif, etc., parle de tendances anti-peuple juif dans le peuple juif, etc. Donc, bien avant les religions, bien avant l'islam et le christianisme, il y avait et il y a dans le peuple juif une dissension interne qui est très mal perçue par les tenants de l'identité harmonieuse, pleine, équilibrée. Autrement dit, le juif, le peuple juif, c'est un dérangeur d'identité. Et sa propre identité vit grâce à un dérangement permanent, qui apparemment lui est quand même bénéfique. Alors je vais vous montrer que la vindicte anti-juive est évidemment le symptôme, et a été longtemps le symptôme du christianisme, puisque pour le christianisme, tout le monde entre dans l'alliance, il n'y a pas de peuple élu, cette histoire est terminée, circulez, il n'y a plus rien à voir, et voilà qu'un peuple continue à s'incruster. Donc, on va le persécuter, il n'y a pas d'autre mot. La vindicte anti-juive est un symptôme de l'islam, mais pas de l'islam fondamental, furieux, intégriste, fanatique, de l'islam tel qu'il est écrit dans les textes. Les textes du Coran, moi je n'attaque pas l'islam, je dirais que j'attaque Allah. Et j'ai le droit, parce que dans notre tradition juive, on peut attaquer Dieu. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot Israël. Israël, ça veut dire qu'il se bagarre avec Dieu. Donc, on peut faire des petites remarques à Allah. Et d'ailleurs, en passant, je suggérerais, je ferai presque un petit défi amical aux imams qui aiment le peuple juif. Je leur suggérerais, est-ce que vous pourriez petit à petit introduire une petite prière de 30 secondes dans vos mosquées qui demanderait à Allah d'arrêter de maudire les juifs. S'ils peuvent introduire cette courte prière, et vous savez que les juifs en ont introduit en pagaille des prières sur l'état de la République, le roi, etc., je suis sûr que ça ferait du bien, tenez-vous bien, aux musulmans.
C'est aux musulmans que ça ferait du bien. Parce qu'à la limite, nous autres, si on ne croit pas dans ce Dieu un peu furieux contre nous, ça ne nous fait pas grand-chose d'être maudits par lui. Mais ça fait quelque chose aux gens d'avoir pour Dieu un texte, d'avoir un texte dont le Dieu dit aux gens du livre, la plupart d'entre vous sont des pervers. Ça, c'est quelque chose qui pose problème à l'islam. Et maintenant, je vais vous dire un petit phénomène de psychologie collective qui peut vous intéresser. Depuis des années, on entend, chaque fois que j'ai rencontré un intellectuel, musulman ou autre, il dit « l'islam n'a rien à voir avec ça ». L'islam n'a rien à voir avec cette violence, avec une vindicte anti-juive ou anti-chrétienne, etc. N'a rien à voir. Sauf que quand des jeunes ou des moins jeunes lisent les textes, à un moment, quand ils tombent sur ces choses-là, et j'en ai fait un petit recensement, il y en a des pages, quand ils tombent là-dessus, mais ils pètent les plombs forcément. Ça veut dire que sans passer à l'acte militaire, à l'acte d'aller jeter une bombe, eux-mêmes explosent et demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins, on peut exprimer une violence, un mépris, une haine envers ces gens. Et donc, ils deviennent objets du texte. Moi, je n'ai aucune antipathie pour ces gens. Il faut que vous le sachiez. Pour moi, ce sont des victimes innocentes d'un texte où ils vont chercher un soutien identitaire et ils le trouvent dans des paroles que jusqu'à présent, personne n'a démenti. Et voilà le phénomène psychologique encore plus intéressant. C'est que les modérés parmi les musulmans, c'est des braves gens, évidemment, ils veulent vivre, ils veulent la charité, l'amour du prochain, quelques prières, et on est tranquille, on ne veut rien savoir du reste. Mais justement, s'ils peuvent le faire, chez les juifs aussi, certains juifs s'en foutent de la religion, sauf de temps en temps, ils ont besoin que ce soit le rabbin le plus barbu qui autorise la circoncision, alors que la femme n'est pas convertie exactement dans les règles. On a envie de leur dire, mais allez voir ailleurs. Mais non, ce qu'ils veulent, c'est ce rabbin-là. Donc, chez les musulmans aussi, les modérés, s'ils peuvent vaquer à leurs occupations, c'est bien parce qu'il y a des intégristes qui surveillent, qui gardent le texte. De sorte que, tenez-vous bien, s'il y a de plus en plus de modérés, ça met le couvercle sur la marmite de plus en plus fort et ça provoque de l'intégrisme violent. Voilà où la vérité prend une curieuse revanche. On la dénie, on n'a rien à voir avec tout ça, et soudain, des gens s'initient à des textes, c'est-à-dire croient élever leur niveau intellectuel, et explosent sur ces textes. Ils ne deviennent pas fous. J'ai été très touché par le discours du criminologue. On va faire des portraits robots, des portraits types de ce que doit être chacun. Mais les individus sont infiniment variés. Il y a un texte et une texture qui n'a pas été remis en question et qui, tant que les intéressés eux-mêmes ne remettent pas en question leur posture par rapport à ce texte, eh bien, il ne se passera rien. L'histoire a été charitable, généreuse. Elle a fait des révolutions dans les pays arabes. Ça n'a pas apporté énormément de liberté, un petit peu quand même, des gens peuvent parler, mais ça a eu un effet formidable, inattendu. C'est que là-bas, les modérés et les intégristes, ils sont face à face. Ils peuvent s'expliquer. Ici, les modérés sont des braves gens qui disent « on n'a rien à voir avec ça ». Et du coup, c'est pris en charge par un mécanisme psychologique que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, que j'appelle le narcissisme coupable.
et qui fait que, pour mieux dominer la situation, l'État et l'establishment et l'idéologie régnante dans le pays se posent comme coupables. Alors on se dit coupable, pourquoi? Ben, il y a eu le colonialisme, mais ça fait loin. Il y a les banlieues. Ben, on se dit, vous savez, moi je viens de la Médina de Marrakech, si on m'avait donné un appartement de banlieue à l'arrivée, j'étais heureux. Donc les banlieues, c'est l'horreur. Donc, on est coupable. On est coupable de la pauvreté, on est coupable de tout. Mais cette culpabilité tous azimuts, elle sert en fait à avoir le dessus sur les gens, y compris sur les musulmans. Quelques-uns commencent à se révolter. Mais arrêtez de nous indiquer quoi faire. Si, il faut. Et donc, c'est le grand coupable en chef qui s'en fout de la culpabilité, parce que ce qu'il veut, c'est culpabiliser les autres. Et là, je veux vous attirer votre attention sur cet enrichissement du mot islamophobie. Islamophobie, d'abord, est un mot bizarre, parce qu'on peut ne pas aimer l'islam sans être phobique. Mais oui, vous pouvez ne pas aimer le steak à point sans être phobique du steak à point. Donc, il y a toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, on dit phobique. Admettons, islamophobie, ça ne veut pas dire des gens qui ont peur de l'islam. En fait, il y en a assez peu. Islamophobie a pris un autre sens. Islamophobie, c'est devenu la peur de laisser dire quoi que ce soit qui paraisse remettre en question certains préjugés, certaines choses bien acquises sur l'islam, à savoir que c'est la paix, l'amour en permanence, sans rapport avec la violence. Moi, je pense que, ou bien on décide de parler la langue de bois, je termine, et c'est très sympathique, et on va avoir des satisfactions narcissiques très agréables, ou bien on décide d'entrer dans le vif du sujet et de se demander, bon, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Et ma petite suggestion d'une petite prière, c'est un symbole de beaucoup d'autres suggestions que je pourrais faire. Merci. Merci à Daniel Sibony. Je voudrais juste un instant, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté ou de confusion. Je me mettais à la place un instant de nos amis imams et musulmans ici, en me disant, mais de quelle manière je percevrais les propos de Daniel Sibony. C'est pas simple. Je dois dire qu'il y a un débat ici qui se posera un jour, et je crois que c'est plus le fait de théologiens plutôt que de simples citoyens à devoir dialoguer dans ce domaine-là. Moi, je dois dire une chose, que depuis la présence de Madame Ziaten à l'occasion de la soirée de la 2J, Michel nous en a parlé, de l'imam Chalgoumi, de cette délégation merveilleuse d'imams qui sont revenus d'un voyage extrêmement courageux et en Palestine et en Israël, je dois dire que j'ai trouvé là des raisons, c'est peut-être pas les raisons, mais en tout cas des raisons d'espérer, et je dois leur dire du fond du cœur, et je suis sûr que je me fais l'ambassadeur de grand nombre de nos coreligionnaires, merci pour leur courage, pour leur engagement et pour leur présence à nos côtés, et qu'ils sachent que nous les aimons, quoique certains propos peuvent créer des doutes. Je veux quand même réagir. Inutile de vous dire, j'ai vécu jusqu'à 13 ans à Marrakech, j'habitais à côté d'un djama, je connais des versets, des pages du Coran par cœur, j'ai connu des imams, et des imams bons, et j'ai connu le discours fondateur, fondamental, qui est virulent contre les Juifs. Il y a de tout. Évidemment, c'est parce que j'estime infiniment les imams ici présents que je leur ai offert cette suggestion, mais à eux de la penser comme ils veulent. Merci. Ils auront l'occasion, à travers l'imam Chalgoumi tout à l'heure, de répondre. Un autre grand intellectuel est parmi nous aujourd'hui, extrêmement engagé, souvent contesté, pas suffisamment présent à mon goût sur les plateaux de télévision, c'est Guy Millière, et je lui cède bien volontiers la parole.
Ce que je vais dire va aller dans le sens de ce qu'a dit très brillamment Shmuel Trigano tout à l'heure. Je dirais que je remonterai même un petit peu plus loin que lui. Je dirais que le retour de l'antisémitisme auquel nous assistons, antisémitisme qu'on peut appeler effectivement aussi animosité contre les juifs ou haine des juifs, est quelque chose qui me paraît, hélas, extrêmement logique dans le contexte européen. Cela fait 2000 ans qu'il y a une haine des juifs dans le contexte européen. Cette haine des juifs, elle a pris une multitude de visages. Cette haine des juifs, elle s'est mise en place. Elle a fonctionné sur le mode de ce que j'ai appelé dans différents textes une nébuleuse. Cette nébuleuse, elle a d'abord reposé sur un élément matriciel, sur un élément central qui a été la dimension chrétienne de l'antisémitisme. Et cette dimension chrétienne, elle continue à imprégner l'antisémitisme que l'on retrouve de tous côtés dans le contexte européen. Comme me le disait un ami pasteur évangélique il y a quelques semaines, un ami avec qui je faisais des conférences sur Israël précisément, l'ensemble de l'identité de l'Europe s'est structuré sur la base, sur le fond de l'antisémitisme, sur la volonté de nier ce que le christianisme doit au judaïsme, sur la nécessité, sur la volonté de nier ce que les fondements même de l'identité de l'ensemble des pays européens doivent au judaïsme. Donc il n'est pas étonnant que cela ait survécu jusqu'à aujourd'hui. Cet antisémitisme chrétien, on a pu avoir l'impression qu'il s'effaçait au XIXe siècle. Le XIXe siècle a vu simplement une laïcisation de cet antisémitisme. Il a vu cet antisémitisme glisser dans le cadre du nationalisme, dans le cadre de discours de gauche. Il ne faut pas oublier que même si on parle beaucoup de l'extrême droite aujourd'hui, l'antisémitisme au XIXe siècle a été très largement de gauche. Quelqu'un comme Drummond se disait socialiste, par exemple. C'est un point qu'on a tendance à occulter de nos jours. Donc l'antisémitisme au XIXe siècle a pris d'autres visages. Il n'a pas été toujours un antisémitisme chrétien, bien que l'antisémitisme chrétien ait continué à exister. Il y a même eu au XIXe siècle, pour des raisons qui sont très bien expliquées dans son dernier livre par Robert Wistrich, la naissance d'un antisémitisme juif à l'intérieur de la gauche. Et Karl Marx, qui a été cité tout à l'heure, a écrit un livre qui faisait partie des ouvrages que l'on trouvait dans la maigre bibliothèque d'Adolf Hitler. Si on relit la question juive de Karl Marx, on trouve quelques-unes des phrases les plus infectes de l'antisémitisme contemporain. Donc ça, ce sont des points qu'il importe de dire. Et donc tout cela a contribué à créer un contexte, cela a constitué une atmosphère, cela a contribué à créer une accoutumance. Et je dirais que ce contexte, cette atmosphère, cette accoutumance ont ce qui était rendu possible, ce qui ont rendu possible la Shoah. La Shoah n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce contexte, s'il n'y avait pas eu cette accoutumance, s'il n'y avait pas eu tout cela. La Shoah, ça a été fait par des criminels, mais cela a été accompli parce qu'il y avait une indifférence assez généralisée des populations. L'un des livres que j'ai écrit parmi la dizaine que j'ai dû écrire au cours des 5 dernières années est un livre qui s'appelle « Survivre à Auschwitz », dans lequel je parle du témoignage d'un ami survivant de la Shoah qui me disait que les voisins qu'il avait étaient très aimables avec lui jusqu'au moment de la grande rafle du Veldiv. Et puis au moment de la grande rafle du Veldiv, ils n'ont plus rien vu, plus rien entendu. Mais ces gens-là, dans les jours qui précédaient, ils acceptaient de se rendre dans des squares devant lesquels il était écrit « interdit aux juifs ». Ils acceptaient de se rendre dans des établissements interdits aux juifs aussi. Donc, il y avait eu une accoutumance, et cette accoutumance, elle a débouché sur ce que l'on sait. Je dirais que la Shoah a fait que toute cette nébuleuse antisémite a été reléguée sur le côté, a été occultée, et puis un discours de reconstruction s'est mis en place petit à petit. On a assimilé l'antisémitisme étant strictement et simplement ce qui venait de l'extrême droite. Et c'est vrai que l'antisémitisme d'extrême droite a existé
et existe toujours. C'est vrai que l'un des premiers antisémitismes que l'on a vu ressurgir dans le contexte européen, cela a été l'antisémitisme de cette extrême droite qui, pendant une vingtaine d'années, a dû se taire, rester silencieuse. Et c'est vrai aussi que cet antisémitisme d'extrême droite, il a été combattu et il reste combattu jusqu'à aujourd'hui. Le malheur, c'est que ceux qui combattent l'antisémitisme aujourd'hui ont tendance à ne voir que l'antisémitisme d'extrême droite et à ne strictement voir rien d'autre. Comme si leur fonctionnement mental s'était bloqué et comme si la façon dont on a reconstruit en partie l'histoire, en particulier l'histoire du pétainisme et de la collaboration, en oubliant que beaucoup de pétainistes et de collaborationnistes venaient de la gauche pacifiste. Ça a été démontré par un historien israélien il y a quelques années d'ailleurs. Donc on a fustigé cet antisémitisme et on a oublié ou fait tout pour ne pas voir que d'autres antisémitismes montaient petit à petit. Et parmi ces autres antisémitismes, il y a effectivement ce dont il a été question plusieurs fois cet après-midi, l'antisémitisme islamique. Et cet antisémitisme islamique, il s'est disséminé petit à petit. Il n'est pas l'antisémitisme de tout l'islam. Et je n'arrête pas de me battre contre les gens qui me disent « Mais vous avez tort de pratiquer la distinction entre islam radical et islam tout court. C'est tout l'islam qu'il faut condamner. » Je leur dis non. Et je leur dis non précisément parce qu'il y a des gens comme Hassan Chalgoumi, comme les autres imams qui sont là, parce que je connais la pensée islamique, parce que je sais ce qu'il y a dans la pensée moutazilite et parce que je sais ce qu'est l'islam radical. J'ai écrit il y a 8 mois à peu près un livre avec mon ami Daniel Pipes, l'un des grands islamologues de ce temps, un livre qui s'appelle Face à l'islam radical, et c'est précisément un livre que j'ai écrit pour définir ce qu'est l'islam radical. Je viens de publier un autre livre qui s'appelle L'islam radical est une arme de destruction massive, il vient de sortir, et c'est aussi pour mettre les points sur les i sur ce qu'est l'islam radical. Donc il y a un danger qui est incarné essentiellement par l'islam radical, qui est une pathologie. Le malheur est que cette pathologie est une pathologie qui se dissémine présentement dans tout le monde musulman. Et comme cela a été dit plusieurs fois, cette dissémination, elle ne s'arrête pas aux frontières du monde musulman. Dans les banlieues de l'islam, dans le contexte européen, on reçoit toutes les chaînes de télévision islamiques du monde musulman. Il suffit d'aller sur Internet pour se connecter sur des sites islamiques extrêmement virulents. Et je dirais que ce à quoi il faut prêter attention, c'est qu'à l'intérieur de l'islam radical tel qu'il se dissémine, il y a un recyclage des thématiques et des éléments venant de l'ancienne extrême droite. Et donc, pendant qu'on diabolise l'extrême droite et qu'on s'aveugle sur l'islam radical, on laisse, par l'intermédiaire de l'islam radical, pénétrer des éléments du discours d'extrême droite. Si une librairie d'extrême droite, entre guillemets, à Paris voulait vendre les protocoles des sages de Sion, elle serait immédiatement fermée et elle subirait les foudres de la justice. Si, dans une librairie islamique, on veut vendre sous le manteau ou sous le comptoir les protocoles des sages de Sion, par contre, on ne dira rien, parce que si on disait quelque chose, effectivement, on se ferait immédiatement taxer d'islamophobe. Donc là, il y a un point aveugle extrêmement grave dans la réflexion contemporaine dans le contexte européen, et ce doit être vu. Et je dirais que les imams, des gens courageux comme Hassan Chalgoumi en parlent, mais on devrait leur donner davantage la parole. Il y a une bataille à l'intérieur de l'islam qui doit être menée. Il y a une bataille contre l'islam radical, et il y en a assez de voir cet aveuglement généralisé concernant le danger extrême constitué par l'islam radical qui est en train de détruire véritablement le monde musulman et qui est en train de gangréner les sociétés européennes aujourd'hui. On peut conclure. Donc ça c'est la deuxième dimension de la nébuleuse antisémite telle qu'elle renaît aujourd'hui, qui s'ajoute et qui s'imbrique
à la dimension de l'extrême droite, de l'antisémitisme venu de l'extrême droite. Mais il y a une troisième dimension qu'il est tabou très largement d'évoquer aussi. Cette troisième dimension, c'est l'antisémitisme venu de l'extrême gauche. Il a été évoqué tout à l'heure lorsqu'il a été question de la bande Bader. Il doit en être question de manière très large, puisqu'une bonne partie de l'antisémitisme contemporain vient de cette extrême gauche. Des mouvements comme Euro-Palestine, qui m'a accusé, moi, entre autres, d'être l'un des inspirateurs d'Anders Breivik. J'ai retrouvé ça sur leur site, mais enfin bon, c'est presque un honneur d'être insulté par ces gens-là. Ils ont aussi insulté Sami, ils l'ont attaqué, etc. Bon. Donc, cet antisémitisme-là est un antisémitisme effectif. C'est un antisémitisme qui est né petit à petit de la défense du peuple palestinien, de l'idée qu'Israël était un pays oppresseur, colonisateur, et puis petit à petit, une dérive s'est effectuée, le peuple juif a été incriminé par lui-même, est apparu comme un peuple effectivement oppresseur en soi, et on en est arrivé à la situation actuelle où effectivement, dans le contexte européen, des juifs peuvent se faire agresser parce qu'on les soupçonne de pouvoir avoir des liens avec Israël. Et à partir de là, il y a aussi une forme d'intimidation, de volonté d'effacer l'identité juive en sommant les juifs dans le contexte européen de ne pas s'associer à Israël, de ne pas défendre Israël, de ne pas se dire membre du peuple juif, et on retrouve une volonté d'effacement de l'identité juive qui est ce qui est présent dans la culture européenne depuis 2 millénaires. On somme les juifs de cesser d'être juifs aujourd'hui. On somme les juifs de cesser d'appartenir à l'identité juive. 2 phrases encore et je termine. Donc, je n'ai pas le temps de développer cette dimension de l'antisémitisme, faute de temps. J'aurais beaucoup d'autres choses à en dire. Mais je dirais simplement que si l'on veut, et je terminerai là-dessus parce que ça me paraît extrêmement important, si on veut trouver des remèdes, si on veut trouver le moyen d'éradiquer l'antisémitisme tel qu'il est en train de renaître et de se développer sous ces 3 formes qui s'imbriquent les unes dans les autres, parce que l'antisémitisme d'extrême gauche reprend lui-même petit à petit des termes venus de l'antisémitisme d'extrême droite. La façon dont Israël se trouve défini ressemble à la façon dont les juifs se trouvaient définis dans les textes antisémites des années 30. Si on veut combattre tout cela, il faut que les organisations qui prétendent lutter contre l'antisémitisme se donnent les moyens de voir tout l'antisémitisme et pas simplement une partie de l'antisémitisme, et combattre l'intégralité de l'antisémitisme sans tabou, sans frontières. Il faut que les hommes politiques acceptent de regarder en face avec courage, parce que pour le moment, ils pratiquent plutôt la politique de l'apaisement, ce qu'est l'antisémitisme tel qu'il se développe aujourd'hui dans le contexte européen. Et il faut enfin voir que la diabolisation d'Israël qui se met en place actuellement équivaut à traiter Israël, selon l'expression d'Alan Dershowitz, comme le juif parmi les nations. Et tant qu'on laissera traiter Israël comme le juif parmi les nations dans les grands médias, dans les discours politiques, à une multitude d'endroits, il ne faudra pas s'étonner si l'antisémitisme continue à monter. Donc la nécessité de rétablir la vérité concernant l'histoire d'Israël et concernant ce qu'est Israël, concernant le fait que le conflit israélo-arabe est un conflit entre démocratie et totalitarisme, entre démocratie et terrorisme, tant qu'on ne fera pas cela, eh bien, on ne se donnera pas vraiment les moyens de combattre efficacement l'antisémitisme tel qu'il remonte aujourd'hui. Merci Guy Millière. Alors ça, c'est toute la difficulté des programmes extrêmement riches lorsqu'on doit faire intervenir beaucoup de participants. On va créer des frustrations, mais on va essayer, chacun ayant un esprit de synthèse ici, je n'ai pas la moindre inquiétude. Le dernier intervenant, je vais le faire à l'envers, hein, ce sera Richard Abitbol à la fin, vice-président du BNVCA, militant engagé. Juste avant lui, ce sera le maître Ben Simon qui est l'avocat de Laetitia Ibn Ziaten. Dans l'ordre, on va être galant maintenant, ça sera Laetitia juste après l'imam Hassan Chalgoumi. Madame Laetitia Ibn Ziaten, si vous voulez bien nous faire part de votre témoignage et vous dire à nouveau combien nous apprécions votre présence parmi nous. Latis, j'ai du mal, je suis d'origine polonaise, je n'arrive pas. Bonjour Monsieur Nam, merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, je suis en face de vous, hein, je témoigne, c'est que la tragédie qui nous a frappés tous, ça sera chrétien ou juif ou musulman,
Ce qu'il a fait Mera, je pense qu'il a touché 3 religions. Il n'a pas fait un choix où voilà, il a tué des jeunes enfants. Mon fils, il l'a mis à genoux, il n'a pas voulu se mettre à genoux, il est mort debout. Il est très courageux parce qu'il était soldat. Il respectait son uniforme. Et c'est un homme très courageux. Vous voyez, quand quelqu'un il est en face de vous, et vous savez que vous allez mourir, et l'arme elle est sur votre tête, et vous ne pouvez pas vous allonger ni assouplier. C'est vraiment rare, messieurs, dames. C'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Et je dois rester debout. Et je dois défendre son honneur. Et à travers l'association que j'ai créée, le voir grandir, et d'aller voir les jeunes qui ont été à la cause de ma souffrance et la souffrance des autres. Vous voyez, c'est difficile. Mais je suis aujourd'hui vraiment ce courage. Et mon fils, il est avec moi. Oui, je me déplace. Oui, j'y vais, il est avec moi, il m'aide. Et ça, c'est... Et je pense que depuis tout à l'heure, j'entends que vous parlez des Juifs. Je pense qu'on doit vivre ensemble, on doit s'aimer parce qu'on est tous pareils, il n'y a pas de différence. Ça, c'est très important. Voyez-vous, moi, avant qu'il meure, mon fils, il y avait un jeune enfant, chouche français, hein, je peux vous dire français à 100%. Il était en face de ma rue, il était abandonné. Je l'ai accueilli chez moi, ça fait 2 ans. Personne, peut-être, il pourra ouvrir quelqu'un sa porte comme ça, un étranger, de le faire vivre chez lui. Moi, je l'ai fait. Ça fait 2 ans qu'il vit chez moi. Il a pris un bon chemin. Parce que vous savez, les jeunes, quand j'ai été sur les cités pour connaître Mera, où il a grandi, où il a vécu, je ne pense pas que les jeunes ils sont contre les juifs ou contre les chrétiens ou contre les religions. Ils ont de la haine parce qu'ils se sont abandonnés. Il y a certains parents qui n'ont pas su élever leurs enfants. Ça, c'est quelque chose que ça touche beaucoup. Et je n'attaque pas ni l'État, je ne suis pas une femme politique. Mais la première base qu'on peut aider nos enfants, c'est les parents. Mais si on n'a pas ce pouvoir et cette force pour éduquer nos enfants, c'est fatal en face de nous et fatal pour la société. Et quand j'ai parlé avec des jeunes, quand ils m'ont dit, madame, on est abandonné, on est oublié, on n'est pas écouté, personne ne veut nous écouter, on est enfermé dans les cités, aidez-nous. Et moi je réponds, je ne peux pas vous aider, je suis comme vous, je n'ai pas une baguette magique, j'ai rien, mais je passerai le message. Et le problème où il est là, quand il vous dit un jeune, 20 ans, madame, je souhaite de mourir que de vivre, parce que j'ai rien. J'ai des diplômes mais je ne peux pas travailler. Comment vous voulez répondre à ces jeunes-là, messieurs, dames? Et ça, c'est que je vis moi-même dans les cités. Comment vous voulez répondre à ces jeunes? Quand des jeunes ils vous disent on est enfermés comme des rats. Et les rats, quand ils deviennent oragés, eh bien, ils sortent dans la société. Et ça fait mal. Voilà le problème. Il faut aller aider ces jeunes. Et je pense que si on écoute un peu, on aide ces jeunes, au moins de prendre le bon chemin, je pense qu'on aura une bonne solution. On n'aura pas aussi de problème en France. Parce que la France, on n'a pas besoin de ramener des problèmes de Palestine ou d'ailleurs ici. Parce que ces pays-là, ils doivent vivre dans la paix. Et tous les musulmans qu'on entend, l'islam, c'est à l'islam de la paix. Ce n'est pas un islam de la haine. Je vous assure. Jamais dans le Coran, j'ai entendu la haine. Moi, j'ai grandi dans une famille et dans un quartier avec qui des juifs. J'ai jamais entendu ma mère ou ma grand-mère de me dire de ne pas approcher les juifs. C'est ce que j'entends aujourd'hui. Depuis que j'ai perdu mon fils, c'est très grave qu'on entende des choses comme ça. Mais croyez-moi, on doit vivre ensemble, on doit se respecter, on doit s'aimer. On est tous des frères. Voilà, messieurs, dames. Merci Latifa, pardonnez-moi pour avoir écorché votre nom, mais votre témoignage nous a bouleversés. Merci toujours de votre présence. Il est devenu malgré lui le porte-parole de cet islam éclairé, de la main tendue, l'ouverture, le dialogue, les sources d'espoir. Je laisse la parole bien volontiers à Hassan Chalgoumi. Chers amis, chers Sami,
je rends vraiment un vrai hommage à mon cher et mon frère Samy. C'est pas seulement pour le travail qu'elle a fait sur le 11 Saint-Denis, mais à l'échelle nationale. Je pars à Marseille, il me parle de Samy. Je pars à Nantes, il me parle de Samy. Et Samy, vraiment, c'est un frère. Que malgré les difficultés, les moments aussi qu'ils ont brûlé sa voiture, ce fameux Euro-Palestine, et d'autres, et là, je tiens vraiment tout remerciement par rapport à tout le travail que tu l'as fait, le soutien que tu m'as ramené, les moments difficiles que je trouvais à Drancy et ailleurs. En même temps, je voulais dire une chose, le discours qui était de cher mon voisin de droite, voilà, je crois qu'il a pris vraiment un chemin de droite, extrême droite, je crois, peut-être. C'est pas, pardonnez-moi, ça c'est une parole d'un ami quand même, pardonnez-moi. S'il parle de l'islam, c'est pas un mufti quand même, lui. Nous, on a étudié des années. Ce sont des muftis derrière vous. Ils sont partis en Israël, sont menacés de mort. Si l'islam, elle, son fils, elle a payé. Son fils, il était assassiné. Si n'était pas courageuse, elle ne peut pas venir devant vous, madame, mesdames et messieurs. Dans ce cas-là, si on veut récupérer les jeunes, quand ils demandent pour prier, bien sûr, nous on ne prie pas, nous, mesdames et messieurs. Nous on va jusqu'à Israël pour montrer comme que l'islam, il n'a rien à voir. Je trouve que votre sécurité, c'est la nôtre. Votre bonheur, c'est la nôtre. Et on ne paraît pas. On ne peut pas savoir c'est qui va aller au paradis, à l'enfer. On n'a pas la dernière liste qui vont aller au Marseille ou à Nantes. Dites-moi, pardonnez-moi, quand j'entends ce discours, il ne récupère pas nos enfants. Non, c'est tout à fait le contraire. Moi, je lui dis une vérité. Vous savez mon combat. Vous savez très bien, je n'ai pas besoin de faire un historique. La majorité. Ce discours, non, il ne ramène pas. Ce discours, oui. Oui. Il y a des extrémistes. Nous sommes otages. Racisme, intégrisme. Nos pays, c'est vrai, en combat. En Tunisie. Entre les extrémistes et les modérés, il paiera cher. Dernièrement, quelqu'un a été assassiné. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est le discours qu'on a besoin de vous. Ça, c'est la réalité. Vous savez, j'ai des fidèles qui viennent me voir. Ils me disent, je préfère travailler chez un peintre juif qu'un arabe. Imaginez. Je dis pourquoi. Il m'a dit, il me gardait plus mes droits que l'autre arabe que mon cousin. C'est vos valeurs. Votre comportement à eux, comment vous le ramenez, croyez-moi, il a de l'influence énorme. Après, quand on retourne, pourquoi cette haine et cette barbarie? Le conflit israélo-arabe, tellement des années, ça fait des histoires, des hadiths, des paroles de prophètes qui n'existent même pas. Des choses qui étaient inventées par le nationalisme arabe, par le Qawmiyya al-Arabiyya, qui étaient tournées, utilisées religieusement pour récupérer les Arabes, pour l'utiliser comme le système de Assad, comme le système de tel et tel, ça jouait aussi. Ils ont utilisé l'Azhar, ils ont utilisé Zaytouna, ils ont utilisé toutes ces références théologiques à des fins politiques. À des fins claires. Ça, c'est une deuxième chose. Quand vous retournez, on retourne en France, on retourne chez nous. Nos jeunes, quand ils partent en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc, ils ne parlent même pas l'arabe. Ils ne connaissent rien de leur culture. En général, sont rejetés. Comme des immigrés. Les immigrés, qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ça y est, ils vont faire le bordel, la hala. Ils vont faire les problèmes. Ils retournent ici à Paris, en France. Pareil, presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand ils cherchent à se mettre, à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Ils cherchent et trouvent des sites internet. C'est développé depuis une dizaine d'années, depuis l'année 2000, où il commence les sites internet. Ils travaillent énormément. Là, ils cherchent, je trouve, Collectif Cheikh Yassine, Euro-Palestine. Ils trouvent des sites internet énormes. Vous savez, je vous donne un exemple. J'ai un professeur fidèle le vendredi. Il vient me voir, il me dit, monsieur l'imam, je posais les questions à mes élèves, 27 élèves. Combien vous regardez la télé? Qui regarde par jour une fois la télé? Il n'y en a qu'une seule. Je dis, des fois je regarde, des fois non. Mais un seul. Et le reste, les 27 personnes, ils regardent tous les sites internet par jour. Personne qui est absent. Dans ce cas-là, pardonnez-moi, le combat, au lieu de parler que Allah, on va prier à la mosquée, eux ils prient plus que ça, ils donnent leur vie pour l'amour et pour la paix, et pour montrer que l'islam réel qui exerce. Moi je trouve les sites internet depuis des années, et vous savez la réponse de certains hommes politiques, je l'entends, et qui me rend vraiment un peu nerveux quand ils disent on est incapable de le fermer parce que soi-disant sont à l'étranger. Si nous on est capable d'envoyer des soldats, de mettre
mettre des centaines de millions d'euros pour sauver des peuples, de protéger des nations. On est incapable, nous, de fermer des sites internet comme Omma.com. Comme Omma.com. Vous savez, Omma.com, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Omma.com, aujourd'hui, ils ont mis Sami Ghoslan, le raciste, tel, Chalgoumi, le collabo, le sioniste, le traître, le vendu, et tout ça, c'est des sectes. Ils appellent à se manifester en face de l'ambassade, devant l'Assemblée nationale. Dites-moi, ça c'est les sites internet, et que je rends hommage au ministre de l'Intérieur, M. Valls, qui l'a dénoncé réellement. Ça c'est une. Deuxième chose, pardonnez-moi, ces jeunes-là, il faut leur donner de positif. C'est nos jeunes, ils ne vont pas partir. Quels que soient les discours, ils ne vont pas partir. Pourquoi on ne le récupère pas? Pourquoi on ne valorise pas? Croyez-moi, moi je souffre le premier. Mais quelques semaines, ça fait 2-3 semaines, j'ai posé une plainte menace de mort. Juste, vous regardez sur le site internet depuis ma apparition par rapport au livre et par rapport à tout ça, vous regardez combien les remarques, combien les tombées négatifs. Mais quand même, pardonnez-moi, regardez, il m'a donné un verset coranique pour le lire. Voilà, en arabe, et on nous semble quand même un expert un peu à l'arabe, malgré mon voisin, je ne sais pas. Voilà, et je retourne. Il faut donner des positifs, pardonnez-moi, à nos enfants. C'est ça qu'on a besoin. Quand on était en Israël, chers imams, eux, ils étaient en Israël. Est-ce que vous avez entendu un discours comme celui-là? On était avec le grand bain d'Israël. On était à Tel Aviv. On était à Jaffa. On était à quoi? On était partout. On n'a jamais entendu quelqu'un dans ce cas-là. Si vous que nous, on se rapproche plus, c'est pas avec un discours celui-là. Je trouve non. Il faut le donner hommage. Il faut qu'on lutte, c'est vrai. Il y a un changement dans l'islam. Il faut faire. Ça, c'est il faut une référence théologique. On appelle en arabe le marja'i al-faqihya. Ça, c'est le travail qu'on peut le faire. Il faut garder l'espoir. On n'a pas besoin de discours comme celui-là, pardonnez-moi, je le répète encore. Gardez l'espoir à nos jeunes, nos enfants, comme il y a l'imam Chalgoumi, l'imam Adama, l'imam Gassama, l'imam Tourabali, Madame Bezeten, il y en a d'autres dans la communauté, croyez-moi, il y en a d'autres. Merci beaucoup. Merci Hassan Chalgoumi, merci pour ces très belles paroles. Il est l'avocat de Latifa qui vient de s'exprimer il y a quelques instants. Je lui cède bien volontiers la parole, Maître Ben Simon. Oui, bonjour chers amis, merci de me donner la parole pour quelques instants et pour soutenir Latifa dans l'épreuve qu'elle a rencontrée. Je voudrais quand même dire qu'en tant qu'avocat et en tant qu'avocat juif, j'ai été à l'origine surpris que Latifa vienne à mon cabinet et me sollicite. Je suis un avocat juif et militant au CRIF, au comité directeur du CRIF, pendant plus de 12 ans à la LICRA, au Bureau national de vigilance, aux côtés de mon ami Sami Ghoslan, et nous traitons toutes les affaires d'appel au boycott des produits israéliens, toutes les affaires de racisme et d'antisémitisme, et je retrouve mes confrères de la LICRA, d'SOS Racisme, etc. C'est dire que lorsque Latifa est venue me voir, je pense que, et on peut la remercier quelque part et la féliciter, elle n'a pas eu peur de prendre à ses côtés un avocat juif. Je crois que rien que pour cela, on pourrait peut-être l'applaudir. Elle est venue me voir sur les conseils de Sami. Et donc Latifa savait qui j'étais et de quelle façon j'intervenais en tant qu'avocat de la défense contre le racisme et l'antisémitisme. Donc elle l'a fait volontairement. Dans ce cadre-là, il y a une quinzaine de jours, j'étais invité à une soirée organisée par l'imam Chalgoumi à Drancy, où il y avait plus de 140 imams. Et j'avoue que j'ai été très honoré et d'être invité, et deuxièmement, de voir enfin que l'islam modéré s'exprimait. Depuis tant et tant d'années, nous n'entendons que l'islam radical et jamais l'islam modéré, à croire que tous les musulmans de France étaient des radicaux. Et je vous le dis, je vous remercie, j'ai une espérance. Et lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai parlé de cette soirée à mes enfants, le lendemain matin, parce que ça s'est terminé tard, je leur ai dit, nous avons une espérance au sein de la communauté arabo-musulmane de France, et notamment grâce à vous, je vous en remercie.
En ce qui concerne l'affaire Mera, Imad, le fils de Latifa, a été sauvagement assassiné. Et lorsque on sait que Mohamed Merah a filmé la mort d'Imad, comme celle des autres d'ailleurs, des autres militaires et des autres enfants juifs, qu'on est dans une déshumanisation qui a été évoquée, je crois, par Shmuel Trigano, et il a raison, se pose un certain nombre de questions dans cette affaire. Et peut-être que si on m'a demandé de prendre un peu la parole aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire un petit peu l'évolution de cette affaire. Nous avons eu, il y a 3 semaines, un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et celui-ci a dit des choses qui sont importantes, qui sont l'inverse de ce qui avait été dit par l'ancien directeur de la DCRI, les renseignements généraux. Cet ancien directeur avait dit que Mohamed Merah était seul. Manuel Valls, d'un seul coup, devant la Commission européenne le 29 janvier 2013, indique « Mohamed Merah a agi à l'issue d'un parcours qui l'a amené à rencontrer des références djihadistes dans les zones tribales et à recevoir une formation sommaire au maniement des armes. Son action a été le résultat d'une préparation a priori minutieuse et d'un processus d'apprentissage fait de nombreux contacts. » Et il rajoute, et c'est là où je voulais en venir, il vient dire « La thèse du loup solitaire ne tient donc pas. » La thèse du loup solitaire ne tient donc pas. Et je crois qu'un des intervenants disait tout à l'heure Mohamed Merah était seul. Je pense au contraire que Mohamed Merah n'était pas seul, tant dans l'organisation qu'éventuellement dans son passage à l'acte. Et le ministre prend donc le contre-pied des propos de Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI, et c'est dans ce cadre-là qu'au nom du Bureau national de vigilance et de Latifa, avec sa famille, puisque je suis l'avocat de la famille, nous avons fait une demande d'acte aux magistrats instructeurs en leur demandant d'aller plus loin dans la réflexion sur ce sujet. Et la présence d'Abdelkader, qui est toujours en détention, qui est le frère de Mohamed Merah, qui est en détention depuis près d'1 année. Il a un avocat de grande qualité. Cet avocat de grande qualité dit constamment devant la presse que son client n'a rien fait dans le dossier. Si cet avocat de grande qualité avait les moyens d'obtenir la mise en liberté d'Abdelkader, il l'aurait déjà fait. Ce qui laisse à entendre que le dossier est suffisamment à charge pour qu'Abdelkader soit toujours en détention dans son organisation et sa participation à la mise à mort d'Imad et des autres. On a une autre partie du dossier qui est Souad Merah, la sœur, le Bureau national de vigilance et Latifa, par l'intermédiaire de mon cabinet, a déposé plainte contre Souad parce que cette femme qui est la sœur a dit le plus grand bien de son frère et est venue dire aisément que ce qu'avait fait son frère, tout le monde devait le faire. C'est se passer sur les chaînes de télévision. Nous sommes simplement dans l'incitation à la haine raciale. Pourtant, l'affaire a été classée. Donc il faut déposer plainte, ce que nous avons fait au nom du Bureau national de vigilance et au nom de la famille Ibn Ziaten pour aller plus loin. Autre élément, et je terminerai sur ce point-là, cette affaire est une affaire un peu surprenante parce qu'on voit dans la presse des magistrats qui s'expriment et qui viennent dire que Mohamed Merah, en fait, était un agent double. C'est-à-dire quelqu'un qui était sollicité par les services de police françaises. Ça n'apparaît nulle part dans le dossier pénal. Pourtant, on peut s'étonner qu'il ait été sous surveillance pendant longtemps par les services de renseignement, puis qu'après, les services de renseignement se désintéressent de lui, ce qui lui a d'ailleurs permis de partir en Afghanistan, de suivre une formation. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas que traditionnellement en Afghanistan, il y a une double formation, il faut choisir sa formation. Soit c'est la formation suicidaire, et on vous apprend à vous suicider et à tuer du monde en même temps, soit c'est la formation au maniement des armes. Mohamed Merah a fait ce choix, maniement des armes, et on sait ce que ça a entraîné. Donc on ne comprend pas que l'administration française, que les pouvoirs publics, et c'est une question
que nous posons à Manuel Valls, c'est une question que nous posons aux magistrats au nom de Latifa et de sa famille, qu'il n'y ait pas eu un suivi jusqu'au bout de Mohamed Merah, qui aurait certainement empêcher l'ensemble de ces assassinats. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a accepté une déclassification d'un certain nombre de documents de la DCRI qui permettront certainement d'avoir une réponse à cette interrogation. Et la deuxième interrogation, parce que c'est important, je ne suis dans cette affaire, et je dirais, je me limite à ça, qu'avocat de partie civile, de cette famille qui vit cette souffrance. Pourquoi Mohamed Merah a été tué? Pourquoi? Alors que nous avons toutes les méthodes traditionnelles pour interpeller quelqu'un sans qu'il soit tué. Pourquoi a-t-il été tué? D'un certain nombre de balles dans le corps, nous le savons, nous l'avons lu dans la presse. Sommes-nous quelque part dans une affaire d'État un peu difficile? Je dirais, je le dis simplement, nous étions ensemble, que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est engagé lors de notre rencontre il y a 3 semaines à déclassifier ces documents. On verra bien ce que cela donnera. Mais derrière tout ça, nous sommes dans un acte de terrorisme fort. Nous sommes dans le cadre d'un homme qui a assassiné avec beaucoup d'aisance et de perversion. Et c'est vrai que c'est ce qui entraîne l'interrogation. Et beaucoup d'intervenants aujourd'hui ont cité quasi systématiquement l'affaire Merah, parce que derrière les sources contemporaines de l'antisémitisme, on intègre de l'antisémitisme à de l'acte terroriste. On va beaucoup plus loin dans la violence et surtout, on libère une parole qui est extrêmement inquiétante. Vous évoquiez à juste titre ce qu'il y a sur l'Internet. On libère cette parole. Être un Merah en puissance, c'est être à l'honneur d'un seul coup, et on risque par ce biais-là un développement d'une violence phénoménale. Et nous, avocats, faisons ce que nous pouvons devant les juridictions françaises. Je salue la présence de mon confrère Alain Jakubowicz, qui prendra la parole tout à l'heure, président de la LICRA, qui est un grand avocat reconnu et qui plaide une multitude d'affaires. Nous faisons ce que nous pouvons. Et je terminerai, parce que moi c'est en tout cas mon combat, je terminerai là-dessus. Je dis toujours, parce que souvent il nous est critiqué, nous, avocats, d'aller plaider des affaires où nous craignons de ne pas être suivis par des juridictions françaises. Un certain nombre de confrères considèrent qu'il ne faut pas aller devant les juridictions parce qu'on aura une décision qui sera défavorable, ça fera un écho en faveur de l'adversaire. Moi je dis l'inverse. Nous sommes peu nombreux à nous battre contre le racisme et l'antisémitisme. Nous ne devons rien lâcher. Et même si nous prenons des coups, les affaires d'appel au boycott, lorsque je vais les plaider avec un confrère et ami, Pascal Markovitch, nous avons 300 personnes devant les tribunaux qui militent, qui manifestent contre nous, qui manifestent durement. Parfois, il faut être entouré d'un service d'ordre pour pouvoir aller plaider, ce qui est d'ailleurs inadmissible dans un état de droit comme la France. Mais peu importe, on le fait, même si ça n'aboutit pas, mais ça aboutit aussi, même si ça n'aboutit pas, il faut le faire, parce qu'il faut que la parole du combat contre le racisme et l'antisémitisme soit constamment exprimée, et notamment devant les tribunaux. Merci. Latifa, vous souhaitiez compléter, je vous en prie. C'est juste pour vous dire, nous on a souffert doublement, la famille Benziatine. On a souffert parce qu'un terroriste qui a tué mon fils, et on a souffert vraiment la souffrance de 4 jours en France. L'humiliation. On était humiliés par la police. Et ça c'est quelque chose que je dirais à chaque fois, je n'oublierai jamais. On était humiliés. Ils n'ont pas vu que c'était un militaire, c'était un soldat qui a servi la France et qui a servi son pays. Il y a 37 ans que j'ai élevé mes enfants avec dignité et respect. Un monsieur, il m'a tout cassé. Alors vous dites, vous savez, c'est une souffrance que je porte et que je porterai toujours. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Quand un policier vous dit, ce n'est pas votre fils qui a tué un frère, est-ce que c'est un frère qui peut le tuer? Est-ce que votre fils il est trafiquant?
est-ce que votre fils, il est, on dit compte, il ne vous regarde même pas dans les yeux. Et on était en face de lui. Alors, une famille comme la mienne, que j'ai tout donné pour mes enfants, toute l'éducation, tout le respect de ce pays que je vis, que j'adore, que je le considère comme mon père. Il m'a tout bousillé, ce monsieur-là. Une journée. Vous vous rendez compte? Double souffrance, monsieur, dame. Alors, le tourisme et le racisme, deux choses. Alors, comment on peut accueillir un jeune de quartier qui n'a rien à voir avec comment j'ai élevé mes enfants? Comment on peut procéder l'enquête? Comment on peut le corriger? Comment on peut parler avec lui? On va l'écraser, je pense. Parce que ce qui m'est arrivé à moi, je n'oublierai jamais moi et ma famille. Jamais. Et quand je suis sortie à Toulouse, 4 jours, monsieur, dame, on était dans l'ombre, 4 jours. On n'avait personne, à part l'armée, où il était mon fils, qu'il était fier, qui disait, maman, j'ai 2 familles, j'ai vous et l'armée. Et ça, c'est la seule chose, la seule porte, que c'était des gens honnêtes et des gens qui nous soutenaient. Malgré qu'ils ne savaient pas qui c'est qui a tué mon fils, mais au moins ils étaient là. Je le remercie de fond du cœur, monsieur Foch. On va accélérer un petit peu le rythme parce que le président de l'Assemblée nationale va intervenir à 18h30 précisément. Donc Richard Abitbol, c'est pas le plus facile d'intervenir après Latifa pour conclure, vous donnez votre point de vue et conclure. Oui, alors tout d'abord, c'est comme tu as dit, très difficile d'intervenir après les moments d'émotion que vient de nous faire partager Latifa. Et avant mon intervention, je ne peux pas non plus ne pas évoquer en petit aparté le combat de mon ami Hassan Chagoumi. J'étais avec lui depuis le début, avec Samy, et je me souviens, lorsque la première fois, il était caillassé dans sa mosquée, et qu'on a été manifesté devant la préfecture parce qu'il lui fallait de la protection. Je voudrais vous dire qu'on était très peu nombreux, nous aussi, derrière Chagoumi pour le protéger. Et je le regrette parce qu'on aurait dû à ce moment-là se mobiliser massivement derrière lui. Alors, Hassan est un peu un résistant. Il entre en résistance contre une majorité qui était effectivement un peu fanatisée. Mais c'est justement son honneur. Parce que la résistance, c'est le début du combat, c'est pas la fin. Et nous sommes tous là, je pense, pour le soutenir, pas pour l'invectiver, pour l'aider, pour faire en sorte que cette minorité devienne majorité et que la voix de cette minorité devienne celle de l'islam. Nous sommes en France, un pays où il y a eu une période très sombre de notre histoire. Et certains sont rentrés en résistance. Et certains étaient très minoritaires, 122 au départ, et ils sont devenus majoritaires. Alors espérons tout cela à notre ami Hassan, et qu'il devienne majoritaire, et qu'il arrive à convaincre ses frères et ses sœurs que ce combat de l'islam modéré est le seul qui vaille pour l'islam. Alors, je vais faire une introduction vers la prochaine table, qui est celle de la riposte. Mais entre la riposte et les causes, il y a des fois un lien. Et je pense que le lien, c'est la dissuasion. Comment faire pour que ces actes antisémites ne se répètent pas? Et la progression inquiétante des actes de discrimination et des actes violents à l'égard des personnes en raison du racisme et de l'antisémitisme pose la question réelle de la force de dissuasion de l'arsenal juridique. On en a évoqué tout à l'heure quelques éléments, et on va en évoquer, je suppose, tout à l'heure encore plus. En criminologie, la dissuasion est une théorie selon laquelle on peut empêcher quelqu'un de commettre un crime par la peur des conséquences potentielles de son acte. Or, cette force dissuasive n'est opérante que si le risque d'être poursuivi et condamné est plus que probable. Depuis la Convention de New York de 1965, qui a été ratifiée par la France le 28 juillet 1971, de nombreuses lois ont été promulguées en France, la loi Pleven, Guesso, Lelouch, pour lutter de manière la plus efficace possible contre la propagation de la haine raciale, du racisme et de l'antisémitisme. Cependant, toutes ces lois ont une particularité. Elles s'inscrivent dans le cadre de la loi de la presse du 29 juillet 1881. Cependant, tous
tous les politiques de tous bords vous diront tous que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais des délits, et comme tels, punissables par la loi. Alors là, il y a une contradiction évidente, parce qu'on les réprime par la loi de la presse, et on dit que ce sont des vrais délits. La loi de la presse a pour but de protéger l'image ou l'honneur d'individus ou d'institutions, alors que la provocation à la haine raciale relève de la véritable atteinte à la personne humaine, délit réprimé par le livre 2 du Code pénal. C'est pour cela que les associations antiracistes, dont le BNVCA et la LICRA, réclament depuis de nombreuses années la sortie des textes de répression de la loi de discrimination et de provocation à la haine raciale du carcan procédural que représente cette insertion dans la loi du 29 juillet 1881 et demande l'inscription de ce délit dans le livre 2 du Code pénal. Or, à ce jour, les gouvernants successifs y se sont toujours opposés et on se demande pourquoi. Ce carcan procédural a pour conséquence que de nombreuses affaires ne peuvent aboutir, soit pour cause d'erreurs de procédure irrécupérables, soit de délais de courte prescription. Les atteintes à l'image ou à la vie privée sont une chose. L'appel à la haine raciale, le racisme, l'antisémitisme ou l'apologie du terrorisme en sont une autre. Ces appels à la haine sont une menace directe envers les personnes ou notre société et relèvent indubitablement du livre 2 du Code pénal et notamment du chapitre 2. Les poursuites dans le cadre de la loi de la presse sont d'une telle complexité et si fragile que la moindre erreur procédurale devient fatale. Et malheureusement, on a eu des cas. Notamment du fait de la courte prescription, bien entendu, qui n'est pas toujours suivie comme il se faut par le parquet, on a vu quelques erreurs, et surtout de l'impossibilité de corriger la qualification initiale. Dans ces conditions, le sentiment d'impunité des prévenus devient grand. Des arcanes de procédure viennent d'être utilisées à nouveau récemment avec l'aide de la QPC lors d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 12 octobre 2012 qui a renvoyé à la Cour de cassation qui elle-même a statué le 22 janvier et ordonné un renvoi devant le Conseil constitutionnel avec les attendus suivants. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée, les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 81 qui déroge à la règle d'ordre public et de prescription trimestrielle prévue par cette loi portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité devant la justice. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, la question était de dire, face à un même délit qui est celui de la diffamation, on a deux types de prescription, la prescription pour les cas réguliers et la prescription pour le cas de provocation à la haine raciale, qui, elle, est de 1 an. Donc cette question a été posée, juridiquement, enfin on verra tout à l'heure, elle n'est pas si absurde que ça, et il y a des chances que, effectivement, le Conseil constitutionnel casse cette loi. Et il est clair que s'il advenait que le Conseil donnait une suite à cette requête, le moment serait venu de se poser sérieusement la question de l'adaptation pénale de la loi contre la propagation de la haine raciale. Il serait temps, il est bien temps même, d'insérer comme il se doit, comme l'éthique l'exige, la répression du racisme et de l'antisémitisme et l'incitation à la haine dans son cadre naturel qui est celui qui réprime les atteintes à la personne. Le temps serait venu d'inscrire enfin cette loi dans le livre 2 de notre code pénal et de en sorte que l'antisémitisme soit enfin véritablement un délit et non pas une opinion. Une des causes de la prolifération des actes de négationnisme, d'injures ou de diffamation raciste et antisémite est l'aspect non dissuasif des sanctions infligées à ces délinquants. Quand Dieudonné se voit condamné à de multiples reprises à des amendes, même importantes, il fait une collecte qui lui rapporte 350 000 €, soit plus de 10 fois les amendes auxquelles il a été condamné. Et bien que plusieurs reprises le procureur a réclamé une peine de prison avec sursis, le tribunal s'est toujours refusé à une telle sanction. De fait, peut-être que ce délit se trouve imbriqué dans le délit de la presse et que dans la démocratie, la liberté d'expression est totale et qu'un débordement doit être modérément sanctionné et pas par de la prison. Peut-être est-ce le raisonnement des tribunaux.
mais Dieudonné récidive. Et il fait ça le comble. Il est accueilli en héros en Algérie et dans différents pays arabes. C'est quelque chose qui est véritablement intolérable. Il passe sur pratiquement tous les médias du pays du Maghreb, et même en Algérie, avec des pseudo-laïcs, il est accueilli en héros. Ça, ce n'est pas possible, et ça sera toujours possible s'il n'est pas condamné à des prisons avec sursis, parce que l'amende, il s'en moque. Voilà pourquoi je pense que, effectivement, dans la riposte, entre les causes et la riposte, je pense que cette intervention était importante, parce que tant que la loi de la presse réprimera ce type de délit, toute assimilation à liberté d'expression est inévitable, parce que la loi de presse, ça réprime justement les débordements de la liberté d'expression. Mais là, il ne s'agit pas de liberté d'expression, c'est un délit. L'antisémitisme est un délit. L'atteinte à la personne est un délit. Il faut que la lutte contre l'antisémitisme s'inscrive dans les délits de droit commun. Merci à Richard Abitbol. Excellente transition d'ailleurs avec la table ronde qui va suivre. Merci à tous les participants. Merci Latifa, merci Monsieur l'imam Chalgoumi, merci Guy Millière, merci Maître Ben Simon, merci Richard Abitbol, Daniel Siboni qui nous a quittés. Et on retrouve avec joie Michel Zerbib. Merci Guy Rosanovitch d'avoir animé toujours avec ce brio ce débat qui était d'ailleurs le deuxième de la journée. Il s'est dit énormément de choses et donc nous allons aborder évidemment ce troisième temps de la journée important. Et il faut évidemment, comme on dit souvent, le combat continue. Il est né pour les Juifs aussi déjà dans la résistance. Aujourd'hui, il perdure à d'autres endroits de la planète. Ce sera l'objet d'un autre débat. Il me semble d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur qui était cité tout à l'heure, Manuel Valls, qui était présent d'ailleurs au dîner qu'avait organisé l'imam Chalgoumi, a dit quelque chose à la fois de extrêmement simple, extrêmement évident, peut-être pour beaucoup, mais pas pour tous, c'est que l'antisionisme radical, c'était l'antisémitisme le plus virulent qu'on trouve aujourd'hui en France.